c'est une excellente question ça. Déjà pour moi ce serait d'en avoir une de stratégie parce que la plupart des entrepreneurs se lancent sans avoir défini de stratégie préalable. Et ça les condamne déjà pratiquement d'emblée de jeu parce que si tu te lances comme ça sans avoir de vision, sans avoir de plan de bataille, et d'ailleurs l'image du plan de bataille est pas mal, c'est déjà te mettre dans la difficulté. Tu peux pas, c'est comme finalement prendre un bateau, tu vois, te mettre à la barre et puis prendre le large sans avoir de cap, sans avoir de destination. Tu vas au-devant du danger parce que tu risques d'emprunter des chemins qui sont pas les mieux. D'ailleurs, comme tu ne sais pas où tu vas, de toute façon, tu vas naviguer à vue. Et au bout du compte, là aussi, tu vois l'image, ça ne te mène nulle part. Donc la plupart du temps, et dans les explications possibles d'échecs de business, c'est un défaut de stratégie. Donc la première des choses que je dirais, pour un entrepreneur qui démarre, comme pour un entrepreneur qui rencontre des difficultés, c'est de se poser sur la stratégie de sa boîte. De la penser en amont, c'est très bien, et dans le pire des cas, si on a raté ce coche-là, c'est de la redéfinir et d'avoir vraiment une stratégie claire pour avancer clairement et loin. Ensuite, ce que je dirais, oui, c'est de miser sur soi, c'est-à-dire de vraiment comprendre que ce qui fait l'essence d'un business, ce qui fait qu'il peut aller loin, c'est soi, c'est le porteur de projet, c'est le créateur d'entreprise parce qu'en fait, tout dépend de lui. C'est lui qui définit la stratégie quand il y en a une, mais c'est lui aussi qui va faire le commercial, qui va être à la barre pour tous les métiers, pour toutes les casquettes qu'il a à endosser sur la durée de vie de l'entreprise. Donc miser sur soi, miser sur son développement personnel, se former régulièrement parce que c'est hyper important, ça permet de se maintenir à niveau, ça permet de rester au top et puis ça permet de distancer la concurrence aussi parce que tous ne le font pas. Et pour moi, c'est un élément majeur. Donc miser sur soi, miser sur ses différences, miser sur ses qualités, oublier ses défauts parce qu'on en a tous de toute façon et que c'est pas la peine de traîner des complexes par rapport à ça. C'est les laisser de côté en ne regardant finalement que ce qui compte et ce que nous disent nos clients parce que quand on sait les écouter un petit peu, eux savent très bien nous dire pourquoi ils nous font confiance, pourquoi ils nous achètent et quelles qualités ils trouvent en nous et ce qui les séduit finalement. Donc, et la plupart du temps, eux occultent ou en tout cas ne voient peut-être même pas les complexes, les petits défauts qu'on peut avoir ou ce qui fait que c'est pas encore parfait dans notre business parce que de l'extérieur ça ne se voit pas nécessairement. Ça c'est quelque chose qu'on a en nous et qui peut être parfois un frein psychologique au développement, c'est clair, mais le client ne le perçoit pas nécessairement. Ok, alors pour être plus précis, donc miser sur soi, c'est aussi travailler sur ses croyances, c'est-à-dire que on arrive à croire en soi, on arrive à croire en son projet, on arrive à croire en la réalisation de ses objectifs, l'atteinte de ses rêves, croire que c'est possible et cultiver ça parce que finalement, quand on travaille cette image, cette projection mentale du succès tel qu'on le voit, cette réalisation, cette mission de vie, ce projet de vie tel qu'on l'incarne, déjà ça nous donne les forces d'y aller et puis ça nous met dans un bon état psychologique pour le faire. Donc c'est ça, c'est travailler sur ses croyances, éviter de penser qu'on n'est pas capable, de se mettre des freins tout seul, de s'auto-saboter finalement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sabotent eux-mêmes leur réussite par des mauvaises croyances, par des convictions qu'ils n'ont pas, qui n'est pas nécessairement de leur faute, bien au contraire, hein, c'est souvent lié soit à leur éducation, à leur parcours, un traumatisme qu'ils ont pu vivre et qui fait qu'ils en portent encore les vestiges et que peut-être pas être assez encouragés, accompagnés dans leur démarche et leur business. Finalement, ils traînent encore ça comme des boulets et du coup ces boulets les empêchent clairement d'avancer, quoi. Donc vraiment, ouais, les croyances, c'est un élément important, un élément fondamental qui fait que ça va déjà fonctionner ou non. Alors oui, ensuite, tu as raison, je vois beaucoup de gens qui ont ce rapport à l'argent, cette relation à l'argent très, très complexe, très conflictuelle même, et qui ne sortent pas de certains schémas traditionnels, mais là aussi peut-être lié à une culture, une éducation qu'ils ont reçue,
où on a l'impression qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, pour mériter son salaire, qu'il faut, sans être vulgaire, qu'il faut en baver, voilà, pour pouvoir réussir et mériter le succès. Alors que non, ça c'est des schémas qui n'existent pas pour tout le monde d'ailleurs, et pas partout. Donc on peut sortir de ça, il suffit de le vouloir, il suffit de trouver le bon chemin à emprunter, il suffit d'avoir la bonne stratégie, mais aussi effectivement d'avoir ce que j'appelle le bon mindset, donc l'état d'esprit entrepreneurial, et qui fait qu'on a un rapport sain à l'argent. Le rapport sain à l'argent, c'est comprendre qu'il est pas mal de gagner sa vie, que l'argent c'est pas une fin mais c'est un moyen, c'est quelque chose qui nous permet de satisfaire d'autres ambitions, d'autres projets, qui peut être tout à fait noble d'ailleurs dans l'esprit, d'une démarche noble, des gens qui justement devenant riches peuvent donner davantage aux autres, peuvent s'employer à des causes humanitaires, peuvent vraiment avoir un geste hyper altruiste, hyper généreux. Donc pour ça vraiment il faut réussir à établir un lien très sain avec l'argent. Il faut aimer l'argent pour pouvoir être capable d'en gagner. Il faut savoir l'utiliser comme un moyen, là aussi, pour investir, pour pouvoir prendre des décisions stratégiques dans son entreprise, engager les dépenses qui s'avèrent nécessaires, que ce soit en formation ou en matériel, en ressources humaines, en prestations de services, tout un tas de choses, mais qui peuvent être déterminantes pour passer un cap dans sa boîte, dans son business. Et voilà, donc le rapport à l'argent il peut être très très complexe et c'est quelque chose que je constate encore plus fortement chez les femmes entrepreneurs qui très souvent vont proposer du gratuit, qui vont avoir cet élan de générosité pour se vendre pas cher et qui au final se payent pas correctement, au final développent pas le business comme elles le voudraient, n'atteignent pas leur projet de vie parce que justement elles se freinent elles-mêmes en n'ayant pas conscience de la valeur de ce qu'elles peuvent apporter. Et ça c'est hyper important aussi, c'est de savoir quelle valeur on crée pour son client, quelle est du coup la valeur à laquelle on peut se vendre et bien comprendre que le prix n'est qu'un moyen de mettre une étiquette dessus. Mais prix et valeur peuvent être là deux notions qu'il faut bien distinguer et je pourrais y revenir par la suite. Mais c'est en tout cas hyper important pour pas se limiter et vraiment pouvoir faire avancer son business au bon niveau. Et l'argent existe, l'argent circule, l'argent il y en a partout, il suffit effectivement d'aller le trouver, savoir comment le capter, comment l'utiliser derrière, être à l'aise avec et puis jamais en faire un but. À partir du moment où vous avez des intentions saines et un objectif clair dans votre démarche de vente, c'est-à-dire vouloir aider les gens, leur apporter quelque chose, créer de la valeur, là effectivement il n'est plus question d'argent. L'argent c'est juste un moyen de poser une valeur sur le travail que vous faites. Donc oui, en résumé, moi quand je parle de stratégie, souvent quand on me demande c'est quoi pour toi une stratégie d'entreprise, comme je dis, c'est d'en avoir une. Et ça veut dire donc très très en amont identifier clairement la cible à laquelle on s'adresse pour pas chercher à vendre à tout le monde. Donc il y a, et les publicitaires savent ça mieux que les autres peut-être, ils définissent ce qu'on appelle le buyer persona, où on a aussi ICP en anglais qui veut dire Ideal Customer Profile, donc le profil du client idéal. C'est un peu le portrait robot finalement, on est des profilers en tant qu'entrepreneur parce qu'on doit déterminer la cible précise à laquelle on s'adresse. Si vous cherchez à vendre à tout le monde, vous ne vendrez à personne parce qu'il est très important de connaître précisément le mode de fonctionnement, le schéma de pensée, le besoin, la problématique, l'endroit où elle s'informe, votre clientèle, où elle consomme, où elle vit, quelles sont ses habitudes, quels sont ses freins, quelles sont ses objections, qui prend la décision, qu'est-ce qui intervient finalement dans son environnement. Parce que toutes ces notions, tôt ou tard, mais très tôt en fait, s'avéreront indispensables pour votre business. Donc très en amont en fait de votre stratégie d'entreprise, vous placez le client au centre de votre démarche parce que la réalité de tout business, c'est que c'est le client qui nous apporte la solution. C'est pas la peine d'inventer des trucs, c'est pas la peine de faire un produit miraculeux, révolutionnaire, tout seul dans son coin. Si on le fait pour se faire plaisir, mais qu'en réalité, ça satisfait aucune cible
clairement identifié, ou justement on n'a même pas pris le temps de sonder son marché et de vérifier de quoi il pouvait avoir besoin. Donc ça c'est vraiment la règle numéro 1, c'est définir ce que j'appelle moi son avatar pour savoir ce qu'on aura à lui vendre ensuite. Parce qu'une fois qu'on est entré en connexion et en communication avec lui, cet avatar, il va nous donner les clés du business. Donc il va nous permettre de construire, et c'est le point 2 pour moi, le deuxième pilier d'un business qui est voué à réussir, c'est d'avoir une offre irrésistible à lui vendre. Irrésistible pour lui, c'est-à-dire qu'encore une fois, ne vous faites pas plaisir quand vous concevez votre offre, ça ne sert à rien. Enfin, ça va vous faire plaisir, mais sur le court terme, parce qu'au final, commercialement parlant, ça ne marchera pas. En revanche, si vous concevez votre offre autour du client, pour répondre véritablement à sa problématique, sa douleur, son besoin, ses aspirations profondes, sa motivation, son désir, que vous travaillez sur ses bénéfices, les bénéfices que peut apporter votre solution, si vous cherchez à lui simplifier le parcours, à lui simplifier la démarche, si vous faites en sorte que votre offre lui demande moins d'efforts que des solutions de la concurrence, ou soit moins chère, ou lui permettre de faire des économies, ou soit plus simple d'utilisation, qui ait moins de dysfonctionnement, moins de résistance, moins de distance à parcourir pour l'obtenir. Vous voyez, il y a tout un tas de façons pour rendre à votre client la vie plus simple, pour consommer vos produits, vos solutions, quelque chose qui réponde donc vraiment à une problématique. Et si vous avez identifié ça, alors vous avez de quoi bâtir la solution parfaite, celle qui aura tous les aspects d'un cadeau pour lui, avec bien évidemment en sortant du concept simple et seul du produit ou du service, auquel vous allez rajouter effectivement tout un environnement pour clarifier les moyens de vous payer, la façon dont il va pouvoir consommer vos services par la suite, la garantie que vous apportez, quelle relation vous allez entretenir avec lui, qu'est-ce que vous lui proposez comme réduction, dans quelles conditions, et puis que tout ça transpire également vos valeurs, votre pourquoi en fait, ce pourquoi vous battez vous, de façon à ce qu'il puisse adhérer et qu'il y ait vraiment un lien particulier qui s'établisse entre vous et votre clientèle. Et ça c'est hyper important parce qu'en plus on est à l'ère du marketing conversationnel, donc il faut réussir à établir une relation quasi intime avec ses clients. C'est ce qui assure la pérennité d'un business le plus simplement possible. Donc là on est effectivement après l'avatar, la proposition de valeur, ce qui s'appelle comme ça, donc l'offre, on peut le dire autrement. Troisième chose, c'est inscrire tout ça dans un modèle économique rentable, pérenne, évolutif, parce que on vit dans un monde changeant où la réglementation évolue, où la technologie évolue, où les besoins évoluent, où la concurrence s'organise, où Internet rapproche évidemment le client et notre concurrence, tout comme nous-mêmes. Donc il faut pouvoir garder les radars ouverts et travailler absolument sur tous les pans de votre contexte économique. Donc il y a 9 points à vérifier dans votre modèle économique, dans votre business model, de façon à pouvoir avoir le véhicule tout terrain finalement et construire quelque chose qui soit stable, que vous allez pouvoir faire vivre et dont vous aurez identifié effectivement tous les facteurs de résistance et vos forces. Donc, et encore une fois, le client est au centre de votre modèle, juste aux côtés de votre offre, votre position de valeur, qui constitue vraiment le moteur de votre business. Donc ça fait 3, et je rajouterai un dernier élément. Alors en plus d'avoir effectivement défini une organisation claire et bien évidemment dans votre stratégie des points de passage, des choses qui vous permettent de mesurer l'efficacité de ce que vous produisez. Donc ça veut dire qu'il faut mettre sous surveillance quelques indicateurs clés de performance de votre entreprise, autant quantitatifs que qualitatifs, voilà, pour pouvoir vraiment regarder ce qui se passe. Parce que si vous ne mesurez rien, vous ne pourrez rien améliorer. Et donc il faut savoir effectivement ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, être capable de mettre des mots, des explications dessus, de façon à ce que vous puissiez prendre un petit peu de hauteur. Vous allez mesurer, vous allez contrôler, et ensuite ça vous permettra de savoir où est-ce qu'il faut accélérer, ce qu'il faut contrôler, et encore une fois revérifier de façon à faire ces allers-retours là et vérifier que vous êtes toujours dans un process d'amélioration continue.
Donc je reviens à mon quatrième élément, qui est encore une fois l'argumentaire de vente. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une super proposition de valeur, un produit, une offre irrésistible pour le client. Que vous la mettiez en face de la bonne cible, celle qui vous fera manger demain et peut-être encore pendant longtemps. D'avoir inscrit ça dans un modèle économique qui vous met à l'abri du danger. Mais si vous ne savez pas en parler, si vous ne savez pas vous vendre, si vous ne savez pas donner des explications et des mots simples, des mots séduisants et une façon singulière, vraiment différenciante de vendre ce que vous avez à proposer, alors vous aurez fait beaucoup d'efforts qui ne serviront pas à grand chose. C'est difficile à dire, hein, mais c'est une vraie vérité, j'allais dire, oui, une réalité. C'est que ensuite, c'est tout votre talent de commercial où il faut remplir effectivement ce costume du vendeur, quelque sorte, même si aujourd'hui il y a des moyens modernes de vendre sans en avoir l'air et d'être tout simplement dans un échange avec son prospect ou son client. Mais là encore, il faut avoir les bons mots, il faut avoir les bonnes techniques, il faut utiliser les bons leviers de communication, les bons outils, les bons canaux. Ceux qui vous rapprocheront de votre client et feront en sorte que vous ayez bien des centres d'intérêt communs et quelque chose qui fait matcher, qui crée un point de rencontre entre votre offre irrésistible et ce client. Et donc ça passe par un discours qui est bien travaillé, ça passe par du wording, par une recherche autour de la communication qui fera qu'à un moment donné vous allez avoir ce langage accrocheur, pour ne pas dire magnétique, qui vous rendra encore plus séduisant ou séduisante aux yeux de vos clients. Et justement, j'ajouterais pour finir que pratiquement 80% du succès d'une entreprise tient à son marketing. Ce qui est peut-être là aussi une dure réalité pour certains qui n'ont pas cette fibre. Mais dans ce cas, il faut vous faire aider, il faut prendre des agences conseils. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Mais avoir cette conscience que ça ne suffit pas d'avoir le meilleur produit du monde si vous ne savez pas en parler. Et si vous ne savez pas le faire connaître, si vous ne savez pas le mettre en face de votre bonne cible. Et ça, c'est toute une démarche. Malheureusement, et on peut regarder parfois de manière un peu envieuse ou rageuse dans certains cas sa concurrence qui a une solution peut-être moins taillée que la vôtre, moins séduisante, moins belle, moins travaillée, moins performante, mais qui se vend bien mieux parce qu'il y a un marketing au top. Et qu'il faut comprendre ça, c'est que c'est une arme redoutable. Une arme sur laquelle vous devez miser vous aussi parce que vous allez vous battre avec les mêmes armes et donc il faut avoir des atouts encore supérieurs à votre concurrence pour pouvoir vous démarquer et faire en sorte que vous puissiez vous aussi vous vendre et atteindre les sommets que vous visez et que vous méritez probablement.